Et on va donner la parole à quelqu'un qu'on est très heureux d'avoir, monsieur Roland Viaud, si vous voulez bien venir nous rejoindre, qui va nous faire une présentation sur un sujet qui s'appelle « Mieux comprendre la motivation à apprendre des étudiants pour mieux intervenir ». Monsieur Viaud, il est 10h, on se donne jusqu'à 10h30, ça vous convient? Voilà, vous avez un micro qui doit être... les deux sont allumés, je pense. Fonctionne, voilà. je crois. Hein. Merci beaucoup. Et donc après cette présentation, votre micro fonctionne-t-il, monsieur Viaud? Pardon? Il fonctionne votre micro? Oui, je pense que oui. Il marche super bien. Juste après cette présentation de monsieur Viaud, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez, puisqu'on aura un temps de débat entre vous et nous. Allons-y. Merci. Je remercie aussi les organisatrices de m'avoir invité aujourd'hui. Je vous remercie d'être là aussi. Je sais que vous passez des moments difficiles, très difficiles. Alors c'est admirable que vous preniez le temps de consacrer une demi-journée à la pédagogie. Je vous remercie d'être là. Alors sans plus tarder, parce que je ne veux pas prendre le temps de mes collègues, je vais y aller avec mes diapos. Alors, pour apprendre, il faut le pouvoir, le vouloir et en avoir l'opportunité. C'est une petite citation qui démarre toujours mes conférences et vous allez savoir pourquoi. C'est parce que nous allons consacrer la demi-heure que nous ensemble sur le vouloir apprendre. Mais il ne faudra jamais oublier que pour apprendre, il faut être motivé, bien sûr. Mais il faut aussi avoir les capacités. Il faut être capable d'apprendre. C'est une autre condition essentielle. Alors, on va y revenir de toute façon en guise de conclusion. Alors, les objectifs du 30 minutes que nous allons passer ensemble, c'est tout simplement de se donner un cadre de référence pour mieux comprendre les problèmes de motivation. Si vous êtes un peu comme les professeurs au Québec, vous dites, mais on dirait que de plus en plus, j'ai des étudiants démotivés dans mes cours, dans mes classes. Mais pourquoi? Et pourquoi il y a des étudiants qui sont motivés alors que d'autres ne le sont pas? Pourtant, c'est le même prof, le même cours, le même contenu. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question. Et par la suite, c'est bien beau de savoir le pourquoi, mais comment peut-on faire pour changer la situation? Quels sont, moi, enseignant, je pense m'adresser à la majorité des enseignants ici, quels sont, moi, en tant qu'enseignant, quelles sont mes portes d'entrée pour essayer d'influer le mieux possible, de façon positive, la motivation de mes étudiants. Alors, si on atteint ces deux objectifs-là, on aura réussi notre 30 minutes ensemble. Alors, les questions, voilà. Pourquoi bon nombre d'étudiants sont démotivés alors que d'autres le sont? Il ne faut jamais oublier qu'il y en a qui sont motivés. Quand je discute avec des profs, c'est sûr qu'on parle de démotivation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants motivés. Et sur quoi les enseignants peuvent intervenir? Quelles sont, comme je vous disais, nos portes d'entrée? Quelles sont les principales portes d'entrée? Et enfin, c'est bien beau de connaître les portes d'entrée, mais comment agir? Alors, le comment agir, le comment intervenir, en 30 minutes, on n'aura pas le temps d'y aller en profondeur, mais ce sera l'objet principal de l'atelier de cet après-midi. Alors, on y va, on tente de répondre à la première question. Vous savez, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que être motivé à apprendre, c'est influencé par une multitude de facteurs externes. Et pour mieux comprendre ces facteurs, nous les avons regroupés en 4 grandes catégories. Il y a des facteurs relatifs à l'étudiant. Je vous disais les capacités de l'étudiant. Est-ce que les étudiants ont les connaissances antérieures suffisantes pour être capables de bien saisir ce que je lui enseigne? Il y a aussi toute son histoire scolaire. Et il y a une multitude de facteurs en dessous du facteur relatif à l'étudiant qui peuvent influencer ce que j'ai appelé sa dynamique motivationnelle. Il y a des facteurs relatifs à la société. Monsieur, tout à l'heure, parlait effectivement que dans nos sociétés, il y a des postes, il y a des professions qui ont le vent dans les voiles, d'autres pas. Alors, ça amène des fois des étudiants à être motivés et parfois, des fois, à être démotivés
face à le type d'enseignement qu'on leur offre. Et enfin, il y a des facteurs relatifs à l'établissement. En dessous de cette catégorie-là, on retrouve les horaires, on retrouve les règles, on retrouve les obligations de l'établissement en tant que tel. Et surtout, les facteurs relatifs à la classe. Alors, lorsque je donne un cours, lorsque je suis en classe, il y a des facteurs, et on va mettre l'accent sur ces facteurs, qui influent de façon assez directe sur la dynamique motivationnelle de l'étudiant. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette première diapo? Première, c'est que les profs ne sont pas les seuls responsables de la démotivation des étudiants. Il y a d'autres acteurs qui influent sur la motivation de vos étudiants lorsque vous donnez vos cours. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable, vous l'êtes, mais il y a d'autres acteurs qui doivent aussi jouer un rôle de première importance. Nous, on va mettre l'accent parce que, comme je vous dis, les enseignants, on doit mettre l'accent sur les facteurs relatifs à la classe. Pourquoi? Parce que ce sont les facteurs sur lesquels on a du pouvoir, on a un certain contrôle. Les autres facteurs, plus difficiles, même impossibles. Alors, on va mettre l'accent sur les facteurs sur lesquels on a du contrôle. Deuxième chose qu'on doit voir à travers cette diapo, c'est que la dynamique motivationnelle de l'étudiant est bien sûr au centre, mais elle lui est interne. Vous ne pouvez pas ouvrir la tête d'un étudiant et, avec un tournevis, changer pour qu'il soit motivé. Impossible, du moins pas encore. Alors, la dynamique motivationnelle, c'est propre à l'étudiant. Ça se passe entre ses deux oreilles. C'est comme votre motivation actuellement. J'ai bien beau donner une bonne conférence, mais c'est vous, somme toute, qui êtes un peu responsable de votre dynamique motivationnelle. Donc, nous, en tant qu'intervenants, en tant qu'enseignants, on doit se trouver des portes d'entrée. On va les trouver dans les facteurs relatifs à la classe. Et notre rôle, ce sera d'essayer, le plus possible, d'aider les étudiants à faire en sorte que leur dynamique motivationnelle qui leur est intrinsèque, que leur dynamique motivationnelle soit positive. Alors, si vous voulez bien, avant de revenir aux facteurs relatifs à la classe, parce que c'est ça qui nous concerne le plus, faisons un petit zoom-in sur la dynamique motivationnelle de l'étudiant. Ça nous aidera à mieux voir ce sur quoi on souhaiterait intervenir. Alors, c'est une autre diapo. La dynamique motivationnelle, comme je vous disais, elle est intrinsèque, elle appartient à chaque étudiant, comme actuellement chacune de vos dynamiques vous sont particulières, singulières. Et on a des sources et des manifestations de la motivation, de la dynamique motivationnelle. Et cette dynamique motivationnelle est toujours en fonction de quelque chose. Alors là, je vois que c'est en fonction des activités pédagogiques. Nous allons y revenir de façon un petit peu plus importante tout à l'heure. Alors, en fonction des activités pédagogiques qu'un prof offre ou propose à ses étudiants dans une classe, dans un amphi comme celui-ci, l'étudiant, intrinsèquement, va avoir une perception de la valeur, va se poser la question, est-ce important ce que le prof est en train de me dire? Est-ce important ce que le prof est en train de me demander de faire? S'il répond non à cette question, on a un problème de motivation. S'il répond oui, c'est important, c'est intéressant, ça me sera utile, on a une perception, donc une source de motivation qui est positive. Deuxième source, perception de compétence. Alors l'étudiant, tous les étudiants, de façon inconsciente, vont se dire, est-ce que je suis capable de faire ce que le prof me demande de faire? Est-ce que mon taux de réussite est élevé ou est-ce que ce qu'il me demande de faire, c'est impossible pour moi? Un étudiant qui n'a pas l'impression qu'il est capable de réaliser ce que vous leur demandez est un étudiant qui va tout faire pour ne rien faire, qui va hésiter parce qu'il ne se sent pas les capacités de réussir.
ce qu'on appelle la perception de la compétence, est donc la deuxième source de motivation. Très importante. Je n'ai pas le temps, mais j'aurais une foule d'exemples à vous donner. Enfin, perception de contrôlabilité. Nous sommes devant des jeunes, des gens qui ont un besoin d'autonomie, des gens qui ont un besoin d'une certaine liberté. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la perception de contrôlabilité. Ça ne veut pas dire que les étudiants veulent tout contrôler. Ils veulent avoir leur mot à dire. Ils veulent dire, moi, je trouverais ça intéressant de pouvoir dire mon mot. Donc, la perception de contrôlabilité est la troisième source importante de la motivation des étudiants. Alors, si ces trois perceptions-là sont positives, on a des bonnes chances de se retrouver avec une dynamique motivationnelle fonctionnelle, positive. Si une de ces perceptions-là, elle est négative ou à l'état zéro, ce qui est rare, on peut avoir des problèmes de motivation. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres sources de motivation? Oui, bien sûr. Je pense à l'estime de soi, par exemple. Mais selon l'état de la recherche actuelle, on est en mesure de dire que les trois sources qui ont le plus de poids sur la dynamique motivationnelle des étudiants, ce sont les trois sources que vous avez devant vous. Perception de la valeur, perception de compétence et perception de contrôlabilité. Alors, qu'est-ce que ça fait un étudiant qui a une perception positive de valeur, de compétence et de contrôlabilité? Bien, ça a pour manifestation qu'il va s'engager. Alors, le thème engagé ici, c'est de dire que l'étudiant va s'investir dans son travail, dans ses études. En termes encore plus techniques, il va utiliser des stratégies d'apprentissage de haut niveau. Il ne fera pas que d'essayer de mémoriser, il va essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de recherches, entre autres américaines, où on est capable de bien cibler, de bien identifier ce qu'on entend par stratégie d'apprentissage. Donc, première manifestation positive, c'est un engagement de la part de l'étudiant, un engagement cognitif. Une deuxième conséquence, c'est la persistance, la persévérance. Un étudiant qui est motivé est un étudiant qui persévère. Il n'abandonne pas du jour au lendemain. Il n'abandonne pas dès la moindre difficulté. Il persévère. C'est ce que les profs souhaitent, bien sûr. Et en bout de piste, ces deux conséquences ont pour conséquence finale l'apprentissage, la réussite. Alors, et cette petite flèche qui revient est intéressante. Ça nous permet de voir qu'il y a dynamique motivationnelle. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est une dynamique motivationnelle fonctionnelle. Les étudiants qui sont motivés ont une perception positive de la valeur, de la compétence, de la contrôlabilité, ce qui a pour conséquence qu'ils vont s'engager, ils vont persévérer, ce qui a pour conséquence qu'ils vont apprendre, ils vont réussir. Et apprendre, réussir, ça a une conséquence favorable sur les perceptions. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la dynamique ne fonctionne pas? Ce n'est pas compliqué. Une des sources, comme je vous disais tout à l'heure, elle est faible, à l'état zéro, négative. L'étudiant s'engage peu ou pas, abandonne dès la première difficulté. Peut-être qu'il apprend, mais pas autant qu'il le souhaiterait. Peut-être qu'il réussit, mais il y a une note de passage maximum. Ce qui a pour conséquence que, effectivement, perception de la valeur, il disait, c'est vrai, ça n'a pas très important ce qu'on m'a à faire, d'apprendre. Je ne me sens pas vraiment capable ou je n'ai pas eu aucun mot à dire dans ce que le professeur m'a proposé. Et là, on a une dynamique motivationnelle, ce qu'on appelle dysfonctionnelle. Donc, la dynamique motivationnelle, c'est quelque chose d'intrinsèque, mais c'est quelque chose qu'on peut voir. Et ce que je vais vous proposer dans le reste du temps qu'il y a, c'est comment on peut en arriver à influencer de façon positive ces trois perceptions-là qui sont, somme toute, intrinsèques à l'étudiant. Alors,
On répond à notre première question. Pourquoi certains étudiants sont-ils démotivés alors que d'autres sont motivés? Alors, un étudiant motivé, comme je viens de vous dire, considère les activités utiles et intéressantes, se sent capable et a un certain contrôle ou a l'impression d'un certain contrôle sur ce qui se déroule en classe. Un étudiant démotivé, c'est un peu un étudiant qui considère que ce qu'on lui offre, c'est complètement inutile, inintéressant, ou bien se sent incapable de faire ce que le prof lui demande de faire, ou a l'impression de n'avoir aucune responsabilité sur le déroulement de ses apprentissages. Alors, c'est ce qui se passe intrinsèquement. Alors, je vous inviterai, il nous reste 10 minutes, à revenir à notre schéma de départ et de se dire, bon, ben voilà, les facteurs relatifs à l'étudiant, à la société, à l'établissement, moi, prof, peu de contrôle ou pas sur ça. J'ai par contre des facteurs relatifs à la classe et ce sera mes portes d'entrée pour influencer ces 3 sources intrinsèques qu'on vient de voir. Alors, quels sont les facteurs relatifs à la classe qui, encore là, selon l'état de la recherche, sont les plus importants à considérer pour un enseignant? Nous en avons 5. On a, comme vous avez pu voir, les activités pédagogiques. Tout enseignement est constitué d'activités pédagogiques, que ce soit des exposés, que ce soit des travaux, que ce soit des projets comme les étudiants viennent de nous donner à titre d'exemple, que ce soit dans certaines facultés des études de cas. Ce sont toutes des activités pédagogiques. En fin de compte, un enseignement s'est construit en fonction d'une série d'activités pédagogiques. Premier facteur, très important, une première porte d'entrée pour nous, profs, pour influencer la dynamique motivationnelle des étudiants. Deuxième, l'évaluation, nos pratiques évaluatives. Alors, comment on s'organise? Comment sont nos examens? Est-ce que les examens sont le seul mode d'évaluation que j'ai? Est-ce que ça correspond à mon contenu de cours? Ça correspond à ce que les étudiants sont capables? Une série de pratiques évaluatives, je n'aurai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais c'est un autre facteur important qui influe sur la dynamique motivationnelle des étudiants et qu'on doit considérer. Il y a bien sûr l'enseignant lui-même, son charisme, sa motivation ou dans certains cas sa démotivation à enseigner, ses capacités, ses connaissances. L'enseignant en soi est un facteur de premier choix qui influe sur la dynamique motivationnelle de tous ces étudiants. C'est notre troisième facteur, notre troisième porte d'entrée. Le climat de la classe, l'atmosphère qui règne dans une classe, dans un amphi, quand les étudiants doivent travailler en équipe, quand les étudiants doivent poser des questions, il existe dans chaque classe un climat de classe, une atmosphère. Il y a des professeurs, je travaillais à l'École polytechnique de Montréal à un moment donné, puis il y avait des professeurs qui essayaient le plus possible de mettre de la compétition entre les étudiants. Et puis pour eux, c'était une façon idéale de faire apprendre les étudiants. Mettre de la compétition pour qu'ils puissent en arriver à fournir le meilleur d'eux-mêmes. C'est discutable, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais c'était leur façon. Alors, ils créaient une atmosphère de compétition assez importante qui amenait les étudiants, certains étudiants à adorer ça, donc à être motivés, mais un bon nombre d'étudiants à dire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se déroule. Donc, excusez-moi, le climat de la classe est un facteur important. Et enfin, un dernier, peut-être que c'est moins important en enseignement supérieur, j'en conviens, mais au primaire, au secondaire, au lycée, tous les systèmes qu'on appelle d'émulation, les systèmes pour inciter les étudiants à apprendre, c'est un facteur qui, selon la recherche, est un facteur que, à certains niveaux, j'entends, on doit considérer, puis on doit penser et réfléchir pour en arriver à ce que
ce facteur-là influe de façon positive et non pas de façon négative sur la motivation des étudiants. Voilà, alors, ce sont nos 5 facteurs et on va prendre un facteur, comme je vous disais, les activités pédagogiques, et on va, avec les 5 minutes qui nous restent, l'examiner un petit peu plus en détail. On aurait pu le faire avec les autres facteurs, mais on va prendre les activités pédagogiques. Voilà. Alors, pour mieux comprendre, puis je pense qu'on a parlé, vous avez parlé des acteurs. Les activités pédagogiques, comme je disais, c'est des situations qu'on met en place dans une classe pour que les étudiants apprennent. C'est simple. Mais pour bien comprendre, on peut dire qu'il y a des activités dites d'apprentissage, c'est ça, et des activités d'enseignement. Les termes ne sont peut-être pas très bons, mais c'est important de bien distinguer ces 2 types d'activités. Alors, en quoi consiste la différence? C'est que les activités d'apprentissage, les acteurs sont les principaux, les étudiants sont les principaux acteurs. C'est lorsque vous demandez à vos étudiants de faire des choses. Alors, on a plein d'exemples, il y en a beaucoup d'ailleurs, des réalisations de projets, ce qu'on appelle l'approche par projet, l'APP. Alors, nous, dans les facultés d'ingénierie, c'est très populaire au Québec. Les exercices effectués après un exposé. Alors, les profs qui donnent un exposé, puis après, demandent à leurs étudiants de résoudre des problèmes. Alors, lorsqu'arrive le temps pour les étudiants de résoudre leurs problèmes, c'est effectivement ce qu'on appelle une activité d'apprentissage parce que les principaux acteurs, ce sont les étudiants. La résolution de problèmes, ce qu'on appelle le problem solving en anglais, les expérimentations laboratoires, c'est aussi un autre exemple d'activité d'apprentissage où les étudiants sont les principaux acteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les activités d'apprentissage. Et il y a aussi les activités d'enseignement. Alors là, c'est un peu différent. C'est lorsque c'est l'enseignant en tant que tel qui est le principal acteur. Alors, son rôle, c'est de communiquer le plus clairement possible sa matière, son contenu de cours. Et l'exemple par excellence, on s'entend, c'est l'exposé. Nous avons fait une immense enquête il y a quelques années à l'Université de Sherbrooke. Toutes les facultés ont été touchées. On a demandé aux profs quelles étaient les activités d'apprentissage et d'enseignement qu'ils donnaient. Et de façon systématique, à une exception près, les exposés étaient les activités les plus populaires et les plus utilisées par les profs. Est-ce que c'est l'activité la plus motivante? C'est une autre chose. Mais c'est effectivement l'activité d'enseignement, une activité d'enseignement, et la plus populaire auprès des profs. Il y a le modeling aussi, démonstration en laboratoire. Juste pour vous faire comprendre un petit peu plus la distinction entre les deux, je viens de vous parler d'une recherche que nous avions faite dans une faculté d'ingénierie à l'Université de Sherbrooke. On avait demandé aux étudiants quelles étaient, vous vous souvenez, perception de la valeur, compétence et contrôlabilité, ce sont nos 3 sources de dynamique motivationnelle. Alors, on a demandé aux étudiants de tous les niveaux, de toutes les années, quelles étaient leurs perceptions de la valeur, de compétence et de contrôlabilité en fonction de 3 activités. 2 activités d'apprentissage, l'activité qu'on appelait les projets. Dans beaucoup de cours en ingénierie, il y avait des projets. La résolution de problèmes, parce que beaucoup de professeurs utilisaient la résolution de problèmes comme activité d'apprentissage centrale. Et en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, parce que les exposés étaient reconnus et utilisés par tous, on avait demandé aussi quelles étaient pour les étudiants, quelles étaient leurs perceptions à l'égard des exposés. Alors, les résultats sont ceux-ci. Ceux-ci, alors, vous voyez, sur une moyenne de 5, on voit qu'effectivement, pour les étudiants, n'oublions pas que c'est des étudiants en ingénierie, les projets qui les mettaient le plus possible sur ce qu'ils souhaitaient faire, ce qu'ils rêvaient faire, c'était l'activité qui
avec laquelle ils avaient une dynamique motivationnelle très positive, très forte. Et les exposés, c'était l'activité d'enseignement la moins motivante pour les étudiants. Alors, pour ceux qui aiment les statistiques, là, il y a une différence significative assez importante entre les deux. C'est juste pour faire voir que la dynamique motivationnelle, et c'est pour ça qu'on l'appelle dynamique motivationnelle, c'est parce que ça change, ça se modifie en fonction des activités que vous proposez ou que vous demandez à vos étudiants de faire. On ne peut pas s'imaginer que les étudiants vont être motivés tout le temps de la même façon. Impossible. Alors, bientôt, dans quelques minutes, je termine avec ici. Quand je vous parle d'activité d'enseignement, lorsque je vous parle d'exposé, il y a encore là des chercheurs anglais d'Angleterre qui ont fait de très bonnes recherches et ils ont identifié ce qu'on appelle les techniques d'enseignement qu'un prof qui donne des exposés devrait utiliser pour rendre ces exposés les plus motivants possibles. Alors, on ne fera pas la description de chacune de ces techniques, mais on proposer un plan, aller au début, utiliser des schémas, questionner tout au long de l'exposé, même si on se retrouve devant un amphi. Aussi, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui l'oublient, c'est prendre le temps de faire un bref résumé à la fin. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous vous dites, mais je fais ces choses-là. Peut-être, mais est-ce que vous les faites régulièrement, systématiquement? Et c'est là que pour certains enseignants, le bas blesse. Donc, on y reviendra cet après-midi dans l'atelier. Mais tout ça pour vous dire, nous les connaissons, les techniques. Est-ce qu'on doit les utiliser? On devrait les utiliser. Est-ce qu'on devrait les utiliser systématiquement? Oui. Ça, c'est pour les activités d'enseignement, principalement les exposés. Et maintenant, pour les activités d'apprentissage. On connaît, en fait, on a 10 conditions qui devraient être respectées. Je commence à perdre la voix. Encore là, on va y revenir cet après-midi. Authenticité, clarté, signifiance, défis. Proposer des défis aux étudiants dans nos activités d'apprentissage. Décidément. Choix, collaboration, diversité. Ce sont toutes des conditions importantes. Nous allons y revenir cet après-midi. Oui. Enfin, résumé. Qu'est-ce qu'on doit retenir? L'enseignant doit se considérer comme un acteur principal. Ça y est, un peu. Pas le seul, mais un acteur principal. Oh, merci. Je parlerai vers toi. Il doit favoriser le pouvoir et le vouloir. Pouvoir, capacité d'apprendre. Vouloir, motivation à apprendre. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Roland Viau. Qui n'a pas fini? Vous avez fini? Non. Alors, je m'en vais. Bonne journée. Vous ne pouvez pas être motivé pour les étudiants, mais vous pouvez leur aider. Il existe des portes d'entrée, on les a vues. Et une activité pédagogique, si on revient aux sources motivationnelles, un étudiant doit la ressentir utile, doit se sentir capable et doit avoir le sentiment d'un certain contrôle. Décidément, c'est bientôt terminé. Voilà. Si on a compris ça, je pense qu'on a fait un petit bout de chemin. Voilà. Voilà, donc je la refais. Mesdames et messieurs, c'était Roland Viau. Alors, merci pour lui. Je
l'ai pas dit, bien sûr, mais vous l'avez compris, il est professeur associé à la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke. Merci pour ces éléments très complets. Enfin, moi, j'ai trouvé. On passe tout de suite à un petit temps de débat, si vous en êtes d'accord avec Monsieur Viau. On va se donner un petit quart d'heure pour échanger. Un micro va circuler, bien sûr, dans l'amphithéâtre. N'hésitez pas à bien lever la main avant voilà, qu'on vous tende ce micro. Et pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vous annonce que suite à ce petit débat, il y aura une présentation de Madame Blaringhem avant la pause qu'on fera vers 11h. Y a-t-il une question ? Alors, la première est toujours difficile à poser. On va passer tout de suite à la deuxième. Ah oui, il y a une étudiante, tiens. Ah, juste vous, après. Monsieur, si vous en êtes bien d'accord, le temps qu'on vous monte le micro. Tu peux bien te représenter ? Alors moi, je m'appelle Camille et je suis étudiante en génie civil à l'école des ponts. Voilà, et donc j'avais plus quelque chose à dire, pas forcément une question en résonance avec votre présentation, qui est que ça m'arrive souvent dans un cours d'avoir l'impression que l'évaluation sanctionne le fait de s'être entraîné sur des exercices, d'avoir acquis la méthodologie d'exercice et pas vraiment d'avoir compris et assimilé le cours. Pour moi, c'est extrêmement démotivant. Parce que du coup, voilà, on a fait 25 exercices, on va très bien y arriver. Par contre, on n'a pas compris les enjeux physiques, mécaniques, sociaux qu'il y a derrière. On n'a pas assimilé de nouvelles compétences à utiliser dans le milieu professionnel. Et donc voilà, il y a souvent l'évaluation est en décalage. Évaluation décalée par rapport au sens général de l'enseignement. On fait compte parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs que le prof. Vous souhaitez atteindre des objectifs qui ne correspondent pas tout à fait à ce que l'enseignant mesure et évalue. Donc, vous avez une certaine démotivation face au mode d'évaluation qu'il vous propose. Il y a un écart. Là. On passe à la deuxième question de la salle. Monsieur, si vous voulez juste vous présenter en un mot. Donc, Michael Machek, enseignant à l'ESIP en management de projet. Moi, j'avais deux petites questions. La première concernant donc les facteurs. Donc, vous disiez qu'il y avait les facteurs classe et les facteurs établissement, mais je dirais, est-ce que le fait que, par exemple, un établissement ne préconise pas certaines méthodes ne puisse pas venir en contradiction avec un enseignant qui veut les appliquer dans sa classe? Voilà. Donc il y a cette première question, et la deuxième concerne le terme modeling. Je ne sais pas ce que c'est. Okay. À la première question, je pense que vous voulez qu'on traite de la motivation de l'enseignant. Si vous êtes en concordance avec ce que votre établissement vous demande, généralement, les enseignants sont assez motivés. Mais si à un moment donné, vous avez un décalage, encore une fois, ou un écart entre ce que votre établissement vous offre et vous demande de faire, et vous, ce que vous voulez faire, on retrouve chez certains enseignants une démobilisation. Mais là, on parle de la motivation de l'enseignant. On ne parle pas de la même chose. Mais c'est vrai, ça existe. Quoi faire? Très difficile, je pense que c'est cas par cas. Deuxième question, c'était? Sur la modélisation. La signification du terme modeling. Tu sais, vous pouvez vous dire à vos étudiants, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Si vous faites du modeling, vous dites à vos étudiants, regardez bien, je vais vous le faire pour vous. Je vais vous montrer comment on fait. Et vous faites ce que vous allez demander à vos étudiants. C'est très différent, ça paraît comme ça, mais c'est très différent. Parce que l'étudiant voit ce qu'on attend de lui. Il voit un expert, une personne compétente, faire les actions qu'on lui demande de faire. C'est ce qu'on appelle du modeling. On montre à l'étudiant quoi faire. On ne lui dit pas seulement quoi faire, on lui montre. C'est ce qu'on appelle le modeling. Avant de passer à la troisième question, qui sera donc celle de Fatma, et pendant que M. Viau, ou un verre d'eau, je pense, ou un cachou, je ne sais pas, juste un micro-sondage. Combien d'enseignantes chercheuses, enseignants-chercheurs dans la salle, par rapport à des étudiants, etc. Levez bien la main, hein, s'il vous plaît, pour qu'on sache à qui on s'adresse, c'est important. Voilà. Parmi vous, qui sont les enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales? Et le reste, j'en déduis que ce sont des sciences dites dures, c'est ça? Pour faire simple. Quelle discipline?
Allez, moi je le mettais dans sciences humaines et sociales, moi. Bon, on passe à la troisième question. Excusez-moi. Fatma, tu avais une question? Oui, c'était plutôt une réflexion par rapport à ce qu'il a dit à la valeur de l'activité pédagogique. Et en fait, je voulais dire que, autant qu'étudiante, des fois, je ressens des cours qui sont pas très intéressants, mais je crois pas que cela fait de cette étudiante une étudiante démotivée. Des fois, je trouve qu'un cours, il est assez pas intéressant par rapport à ce que je veux faire de ma vie ou ce que je veux apprendre, mais c'est pas pour ça que je suis démotivée. Tu y au assistes contraire. quand même. Tu y Oui. assistes quand même parce que Il tu y a penses pas- que ça a du sens. Oui, par exemple, dans mon cursus, je suis à un cours de droit communautaire parce qu'on fait plusieurs branches de droit. Et le droit communautaire, ça concerne l'Union européenne. Ça peut être intéressant pour les gens qui vont faire après quelque chose avec le Parlement ou des études D'accord. européennes. Mais moi, je le trouve pas intéressant. Mais j'aime bien la façon d'apprendre du professeur et je suis les cours motivés. Et je Donc suis c'est motivée intéressant un pour, petit peu quand même. Si le prof est bien et que c'est peut-être pas si tranché que ça. Une réponse de monsieur Viau. Oui, il faut faire une distinction entre, dans perception de la valeur, on a l'utilité et l'intérêt. Je peux trouver une activité pas très intéressante, mais utile pour moi dans le futur. Comme ça peut être l'inverse. Je peux trouver une activité, somme toute, inutile, mais très intéressante. Et ce que vous dites, moi je pense que vous appréciez la façon que le professeur donne, ça vous intrigue, ça vous intéresse. Ou bien, vous dites, pas très intéressant, mais utile. Un ou l'autre, mais de préférence les deux, mais un ou l'autre, je pense que ça amène une perception de la valeur ou de l'importance, on peut dire, de l'activité. Une autre question. Pardon, je vous interromps. Vas-y. Excusez-moi. Une autre question pour monsieur Viau, qui vient de la salle. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, Morgane Massard, ingénieure pédagogique à l'école des Ponts. Ma question portait sur, en revenant sur le fait qu'il y a les facteurs relatifs à la classe et les facteurs relatifs à l'établissement. Quelles seraient les portes d'entrée, finalement les voies d'action? On a détaillé celles relatives à la classe. Et quelles sont les portes d'entrée relatives à l'établissement? Même si celles-là dépendent pas toujours, et dépendent essentiellement pas des enseignants, il y a peut-être des choses qui dépendent quand même des enseignants, et même celles qui dépendent pas des enseignants, c'est peut-être intéressant de les développer un petit peu. On va reprendre votre question, s'il vous plaît. Oui, on a beaucoup détaillé finalement les moyens d'action liés aux facteurs relatifs à la classe. Ce qui est normal, on est essentiellement des enseignants, mais finalement il y a peut-être aussi les facteurs relatifs à l'établissement dans lesquels l'enseignant peut avoir une action. Et donc je m'interrogeais sur ces facteurs relatifs à l'établissement. Est-ce que vous pourriez les détailler, en tout cas s'il y a des voies d'action à ce niveau-là que vous pourriez présenter? Je peux vous donner des exemples, mais les détailler, ça me serait difficile parce que encore là, c'est du cas par cas. On pourrait prendre l'établissement que je ne connais pas ici. On pourrait lister tous les règlements, les programmes d'études, les obligations des étudiants et des enseignants. On pourrait faire un listing assez important. Et par la suite, on le fait déjà, et par la suite, on regarde ces facteurs, excusez-moi, et on regarde à quel point l'enseignant, ceux qui étaient en face de moi, à quel point il y avait un certain contrôle ou un certain pouvoir sur chacun de ces facteurs. Et lorsqu'on trouvait des facteurs sur lesquels il y avait un certain pouvoir, c'est là qu'on se posait la question, est-ce que ce facteur-là, lié à l'établissement, est-ce qu'il influe sur la dynamique motivationnelle de mes étudiants? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Et dans quelle mesure je peux influencer les directions de mon établissement, les administrateurs de mon établissement. Et généralement, on se retrouvait dans des équipes où il y avait des administrateurs, des enseignants et des profs, et parfois des étudiants, et on essayait de, effectivement, travailler sur un ou deux facteurs. Alors, quand je parle des facteurs, ça peut être, comme je vous dis, des règlements, les horaires,
les conditions aussi. Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, au Québec, on avait tous les programmes, par exemple, liés au plagiat. On avait un protocole. Qu'est-ce qu'on doit faire si on trouvait un étudiant qui avait fait du plagiat? Qu'est-ce qui se passait? Aussi, toutes les normes évaluatives. L'institution, l'établissement nous obligeait par exemple, à 2-3 modes d'évaluation dans nos cours, nous les profs. On n'avait pas le choix. On avait le choix à créer nos évaluations. Mais il fallait absolument qu'il y ait des examens. Il fallait absolument qu'il y ait des travaux. Alors ça aussi, c'est une obligation de l'établissement. C'est un facteur qui influençait les étudiants, bien sûr, mais qui m'influençait, moi, et enseignant. Et c'est là que ma dynamique motivationnelle, parce que les enseignants en ont une, ma dynamique motivationnelle était influencée. Alors, comme je vous dis, on ne peut pas cibler comme ça pour tous les établissements quels sont les facteurs. Il faut les prendre établissement par établissement parce que les facteurs changent. À propos, votre médicament, il est efficace. Ça s'en vient, là. Alors on peut y aller. Avant la question de M. Disembourg, une question juste là. Si vous voulez bien vous présenter, le micro marche, je pense. Oui. On m'entend? Oui, je suis Ahmed Mebarki, je suis enseignant-chercheur en génie civil. Donc je suis d'abord de formation génie civil, j'ai travaillé quelque temps. J'ai fait ensuite de la recherche, professeur des universités, mais en même temps j'ai coordonné un projet européen où justement il fallait faire de l'enseignement assisté par ordinateur. Et puis en vous écoutant, on a l'impression qu'en fait il est très facile de faire les choses, et je vais utiliser, on va dire, une phrase d'un humoriste anglais, je crois, il s'appelle Bernard Shaw, je crois, qui disait que ceux qui savent, ceux qui peuvent font. Donc c'est les praticiens, les professionnels, donc un projet. Ceux qui savent enseignent. Donc le savoir, effectivement, il faut avoir la connaissance. Et puis là, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec l'humoriste, mais je vais essayer de le dire autrement. Il disait ce que ni ne savent, ni ne peuvent, enseignent comment enseigner. En fait, en gros. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'en fait, le vrai enjeu, c'est celui-là. C'est en fait comment concilier, c'est ce que vous disiez, un projet, donc en fait l'utilité. De l'autre côté, le savoir, la connaissance, et de l'autre côté, la façon d'enseigner. Et justement, je crois qu'un enseignant, il n'a pas le temps d'avoir ces trois, on va dire, compétences en même temps. Alors, quelle est votre expérience? Comment vous avez pu faire justement des projets où vous conciliez tout? La pédagogie, le savoir et en même temps, l'utilité. Vous avez 3 heures. Vous avez une excellente question. Parce que vous savez, on en demande beaucoup aux enseignants. Votre collègue qui a commencé la journée nous disait que la recherche était très importante. Au Québec, c'est la même chose. J'étais prof et je sais qu'on nous poussait à faire de la recherche. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que enseigner, c'est une profession en soi. Ça s'apprend. Il y a des compétences. On ne vient pas, à mon avis, du jour au lendemain. On peut l'être, mais c'est des cas très rares. On devient des bons profs lorsqu'on a de l'expérience, lorsqu'on apprend, comme on dit chez nous, sur le tas, mais on peut apprendre aussi des recherches en pédagogie. Et la difficulté que vous soulignez très bien, c'est qu'on demande aux enseignants de jouer ou de faire 2 professions à la fois. De la recherche, ce qui est très exigeant, et de l'enseignement, qui, de nos jours, est très exigeant aussi comme profession. Parce que nos étudiants, on ne peut pas prendre pour acquis que nos étudiants vont être motivés, vont nous applaudir à la fin de notre cours. Il faut oublier ça. On ne peut non plus compter sur le fait que chaque étudiant qui rentre dans nos classes ont les connaissances antérieures pour bien comprendre ce qu'on va leur dire. On ne peut plus. On rêve en couleur si on pense ça. Alors, que font les enseignants? Quand ils se retrouvent avec des problèmes de démotivation des étudiants, ils disent « Moi, j'ai tout fait, c'est leur problème, c'est pas mon problème. » En partie, c'est pas faux. Je pense que les étudiants doivent prendre conscience qu'ils ont une certaine responsabilité,
Et moi, ce que j'ai essayé de vous dire un matin, c'est de dire, tout en ne pouvant pas être motivé pour l'étudiant, on peut lui aider. Est-ce que c'est compliqué? Non, mais il faut le savoir. Et c'est ça la pédagogie. Une dernière question, ce sera la dernière de M. Disambour, avant de passer à Carole Blaringhem. Oui, vous ne pensez pas qu'il y a aussi un certain nombre de facteurs qui relèvent plutôt de la façon dont on organise les activités pédagogiques ou les formes pédagogiques, et aussi des aspects tels que la durée des séquences, le rythme des séquences, etc. Par exemple, moi, selon le type de mode pédagogique qu'on prend, de forme pédagogique, on peut très bien avoir des choses qui ne collent pas du tout dans des séquencements qui ont été imposés, enfin, etc. Et ça, je pense que ça, c'est une réflexion qui n'est pas simplement une réflexion de l'enseignant, peut-être pas de l'ensemble de l'établissement, mais au moins de l'équipe pédagogique. Et ça, c'est pas présent dans votre réflexion. C'est-à-dire comment on réfléchit les séquencements et le lien entre objectifs, séquencement, etc. Enfin, ça me semble un élément important. Plus on veut diversifier les formes pédagogiques, plus on est obligé de réfléchir sur cet aspect-là. Tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce que vous dites, je considère que ça rentre dans les conditions motivationnelles. Je cherche là, ici, la diversité. Généralement, un prof organise plusieurs activités. Cette séquence dont vous parlez, elle est très importante, mais il faut qu'elle soit harmonieuse, il faut qu'elle ait du sens, autant pour le prof, bien sûr, autant pour le contenu, bien sûr, mais aussi pour l'étudiant. Il faut que l'étudiant sache que ce qu'on lui demande, c'est en lien avec ce qu'on lui a demandé de faire avant, et c'est en lien avec ce qu'on va lui demander de faire après. Alors, cette séquence, cette harmonie entre les diverses activités pédagogiques, c'est une condition essentielle. Donc, quand vous dites de conditions, moi je pense que nous en avons 10, on peut en avoir plus, mais nous avons 10 conditions sur lesquelles on peut se pencher pour analyser, pour examiner si les activités pédagogiques de type apprentissage, si elles peuvent susciter la motivation des étudiants ou pas. Alors, je rentre ça dans les conditions motivationnelles. Merci beaucoup, Roland Viaud, qu'on peut applaudir. Les questions, il y en a évidemment plein. Vous pourrez profiter de la pause tout à l'heure.